Cette émission peut contenir des infos. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle édition de Peut contenir des infos. Première édition de 2026. On sort les trompettes. Salut Simon. Salut, comment ça va? Dangereusement bien. Ah oui, On a eu un bon 2 semaines de repos, de vacances où j'ai pu, aller voir la famille, voyager, mais j'ai aussi pu me reposer, chose qui m'arrive pas souvent. OK. Et quand ça arrive, attache-toi bien là-dessus qu'avec de la broche puis tout le kit, mon homme, j'ai de l'énergie. Je suis en forme pour la nouvelle année, mais je dois avouer que j'ai quelques années de plus que toi. À peine. Et que, comment je dirais ça, c'est comme de rembarquer sur le vélo après à ne pas en avoir fait pendant plusieurs années ou plusieurs mois en tout cas. C'est un peu rouillé dans le genou. Tu rembarques sur le bicycle puis il faut que tu te remettes à pédaler d'une certaine façon. Fait que, oui, je suis dedans, là, il n'y a pas de problème, mais tu sais, c'est ça, c'est la première. Hein? Oui, c'est ça. Moi, je sais pas, j'avais hâte, j'étais prête, j'ai une espèce d'excitation. Je sens ça, là, c'est incroyable. Ça irradie. T'as quasiment une aura là, qui flotte autour de toi. Oui, ça doit être ça. Puis c'est peut-être pour ça que j'ai chaud. J'ai tout le temps froid, mais là, ça doit être chauffage radiant, comme on dit. Tant mieux, je vais sauver sur mon hydro. Bon. Ça va me coûter moins cher. As-tu passé un beau temps des fêtes? J'ai passé un pas pire temps des fêtes. Tranquille. T'es supposé aller dans la famille, puis finalement, ça a tombé à peu près à une période où il y avait de la pluie, puis il y avait c'était pas vraiment du mauvais temps, mais mettons que c'était pas de saison. Ouais. Tu sais, tu vois, au mois de juillet, quand il pleut ou quand il y a des orages, tu fais comme, OK, c'est correct, tu sais. Au mois de décembre, dans le temps des fêtes, quand il commence à pleuvoir, puis tu sais pas sur quel côté ça va retourner, ça le vent, ça va-tu geler, ça va... Tu te dis, sais-tu quoi? J'aime autant pas prendre le chemin puis de pas risquer de prendre le clou, là, tu sais. Oui, c'est ça, d'avoir un accident ou de se risquer. Puis, c'est ça. Puis là, tu contactes les parents, puis tu dis, on descendra pas. Puis là, finalement, ils disent, sais-tu quoi, on aime bien mieux que tu restes chez vous que plutôt que d'aller te planter pour venir nous voir. Là, oui, c'est ça. Parce que c'est ça. On est mieux de surprendre. Oui, c'est ça. Puis à part de ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un petit peu de pelletage. Oui, on a eu. De neige. Puis c'est ça. Ça a été somme toute assez tranquille, je te dirais, comme temps des fêtes. Puis je dis pas ça parce que j'ai une boule de cristal, mais j'ai l'impression que dans mes présomptions, je pense que ça a été probablement le cas de beaucoup d'autres personnes. J'ai ce sentiment-là aussi. Peut-être parce que le contexte économique a amené ça aussi. Les gens en ont moins dans leur poche, dans leur portefeuille, puis peut-être qu'on s'est lancé moins dans les dépenses, puis on s'est dit, sais-tu quoi, si on se fait un temps des fêtes cette année où on sort les vieilles boîtes de jeux de société, puis de choses comme ça, puis des casse-têtes, ça va être autant le fun que de commencer à courir la galipote à gauche puis à droite. Là, oui, c'est vrai. Puis je pense qu'on a eu, tu sais, dans les dernières années, avec la pandémie, on avait tellement été privés de pouvoir voir nos proches pendant les fêtes qu'on s'est comme dit, il faut plus rien manquer. C'est ça. Fait que là, on allait à tous les parties qu'on avait, à gauche, à droite, assez soufflé, là. C'est ça, puis à revenir au bureau ou à l'école ou dans la routine, plus brûlé que quand on est parti. Puis je pense que cette année, tout le monde s'est dit, là, wow, ça va faire, là, on va prendre du temps pour nous un peu. Là. Je sais bien que quand tu es propriétaire d'une petite boutique, d'un magasin, puis que les gens ralentissent dans la consommation, ils en dépensent un petit peu moins, ça peut faire mal là, aux finances des entrepreneurs, j'en conviens. Mais pour le commun des mortels, on l'a vu dans les dernières années avec le panier d'épicerie qui a augmenté, avec les dépenses pour l'école et tout ça. Ça coûte de plus en plus cher pour faire tourner la voiture et tout. À un moment donné, il faut que tu fasses des concessions ou des compromis à quelque part, puis se dire, de pas se lancer dans les grosses dépenses pour le temps des fêtes. Je pense que c'est dans la norme, là, si on veut. Oui. C'est dans la règle des choses de prendre ça un petit peu plus relax. Puis de revenir aussi, j'ai l'impression que ça va être le thème de l'émission, mais de revenir à l'essentiel, tu sais, de voir ce qu'on veut voir ou de faire ce qu'on veut faire. Parce que, tu sais, il y a plusieurs journées où je n'ai rien fait. Ah, c'est la même affaire. En pyjama, Simon. J'ai même pas habillé mon gars. On est restés en pyjama tous les deux. Puis écoute, je vais le dire pareil en nom, tu sais, une journée pas de brassière. Ah oui? Rendu là. Je sais pas, je connais pas ça, là, non, mais je comprends. Mais je te dis, c'est libérateur, OK? Ah oui, okay. Pas de brassière, c'est le fun. Fait que ça m'est arrivé de juste... on va jouer dehors en pyjama pareil, mais en dessous de notre saut d'hiver. Okay. Vraiment prendre ça relax. On a fait... ça fait du bien. Parce que, tu sais, rien faire, c'est quand même faire quelque chose. C'est prendre du temps pour soi. Oui, c'est exactement. C'est une belle dépense. Là. C'est ça. Tu dépenses pour toi, là. Je veux dire, c'est la plus belle dépense que tu peux faire. Oui, exactement. Puis il y a quelque chose aussi, on s'est parlé un peu de nos temps des fêtes, et là, tu m'as surprise, mais en même temps, tu m'avais déjà un peu averti. Il y a quelque chose que tu n'as pas fait dans le temps des fêtes, ou que vous n'avez pas fait en famille. Sais-tu quoi? On est arrivé, c'est comme 2 jours avant Noël, le 23, ou une affaire la même. Je regarde dans le salon, puis je dis à ma femme, elle est pareille comme moi, là, tu sais, je veux dire, elle, c'est assez secondaire, le temps des fêtes, puis tout ça. Fait que je regarde, je dis,
il n'y a pas de sapin de Noël, on n'a pas fait de sapin de Noël. T'es le 23, t'as comme 23 décembre, Monsieur Côté, puis tout. Oui, c'est ça, là. OK. Joyeux Noël, Monsieur Côté, salut, TQ. Fait que là, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, c'est parce qu'elle dit, j'ai demandé aux deux gars, tu sais, on en a deux chez nous. On a un ado qui est 16 ans, là, puis il y a l'autre qui est plus vieux, qui reste encore chez nous, 25. Puis, elle dit, j'ai demandé au gars, elle dit, il y a une couple de jours, il y a une couple de semaines, elle dit, j'ai demandé, ça vous tente-tu de faire un sapin de Noël? Puis les deux gars, en fait, c'est comme du haut de son 25 puis l'autre de 16, c'est comme, il y a bien des affaires qui sont secondaires dans leur vie, en partant, qui pour nous autres sont essentielles, mais eux autres, je peux te dire que faire un sapin de Noël, c'est comme relégué au 50e rang. Oh, fait qu'ils ont dit, non, ça nous tente pas de nous mettre les mains là-dedans, puis ça. Elle dit, ah non! Ah ben c'est correct. Elle dit, on n'en fera pas de sapin de Noël. Puis ça n'a pas eu l'air de les déranger eux autres non plus. Fait que, sais-tu quoi? T'es arrivé le 23. Là, j'ai comme manifesté. J'ai eu un petit sursaut. Un petit... j'ai dit, je pourrais le faire. Elle dit, ah ouais, ça te tente de le faire? Puis là, je me suis rassis un peu. J'ai fait comme, non, ça me tente pas de le faire, finalement. Ouais, c'était peut-être juste pour la magie. Puis en même temps... Fait que là, j'ai fait comme... non, on n'a pas besoin, tu sais. Fait qu'on n'a pas fait de sapin de Noël, zéro décoration. Mais vous avez fêté ou soulevé? Oui, absolument. Oui, on a fêté Noël quand même. Il y a eu des cadeaux, il y a eu un lunch, il y a eu des affaires comme ça, écouter de la musique, mais il n'y a pas eu de sapin de Noël. Est-ce que ça nous a manqué? Honnêtement, non. T'es-tu en train de me dire que tu viens de commencer une longue tradition, Simon, peut-être? Non. Depuis le sapin? Non, c'est tout ce qui est drôle, c'est que décorer le sapin de Noël, c'est pas si long que ça quand je regarde ça a posteriori. Non, c'est pas long. Après coup, je fais comme, OK, parce qu'il est dans une boîte, les branches sont déjà toutes dessus, c'est des branches que tu descends, tu fais juste les ajuster un peu. Tu mets des guirlandes, tu mets des boules, puis tout ça. Mais comme... Je sais pas, ça m'a pas manqué. Il y a des affaires qui me manqueraient bien plus que d'avoir un sapin de Noël pendant 2-3 semaines dans un salon. Tu comprends? Oui, je comprends. Oui. Puis en même temps, tes gars sont rendus à un autre âge aussi. Ça serait différent s'ils étaient peut-être plus jeunes ou tu sais comme. Exactement. Quand il était petit bout, petit cul, là, on faisait des sapins, il y avait une crèche en dessous, les gros, pas le gros outfit parce que j'ai jamais été nécessairement allé. Non, je pense pas. Aller à outrance. Non, c'est ça, dans l'extravagance, là. Mais d'en mettre un peu, tu sais, comme pour mettre les cadeaux, ne serait-ce que pour mettre les cadeaux en dessous de l'arbre de Noël. Là, ils voient ça, puis ils sont comme pendant 2 semaines, 3 semaines, là, les yeux ronds comme des 30 sous en se disant qu'est-ce que je vais avoir, puis tout ça. Mais rendu à leur âge, puis rendu au mien, puis comme t'as d'autres valeurs aussi, entre guillemets, tu sais. Oui, puis il y a d'autres choses qui t'intéressent plus. C'est ça. Puis tu comprends que l'important, c'est peut-être pas d'avoir tout le flafla, mais c'est d'avoir du monde que t'aimes autour de toi, puis de faire des affaires qui te font triper, puis qui font triper les tiens, puis ne serait-ce que de lui donner un petit quelque chose. Fait que c'est ça. Le sapin de Noël cette année, il n'y en a pas eu. Ah, ben c'est T'es pas trop surprise? Tu m'avais un peu averti en même temps, puis là, au party de Noël qu'on a eu, il était pas encore fait. Fait que moi, je m'étais dit, écoute, si ça se passe pas en fin de semaine, ça arrivera pas, là. Parce que, tu sais, Noël n'arrivera pas. C'est ça, il t'a pas fait le 18, puis il t'a pas plus fait le 24. C'est ça. Mais moi, j'ai quand même eu, contrairement à toi, moi, j'étais intense, je vous l'avais tous dit, là, j'avais mis mon sapin après le jour du souvenir. Pour la première fois cette année, j'ai pogné mon bout. J'étais tannée. Bon. Fait que le 26 décembre, j'ai tous défait ça. OK. Comme on a fêté Noël le 23 chez mon père, le 24 au soir, 25 avec le Père Noël qui était descendu dans la cheminée. Puis le 26, j'ai regardé mon gars, puis j'ai dit, hey, on ramasse une décoration, le Père Noël est passé, ça va être fait. Puis il dit, oh oui, maman, il y a trop de choses, c'est à l'envers dans la maison. Bon. Puis là, j'étais contente parce que moi aussi, j'aime ça quand c'est propre. Puis tu sais, épuré dans la maison. Puis là, mon sapin prenait de la place. Il y avait un village sur ma cheminée. Tu sais, il y avait des choses dans mon... Je me sentais un peu encombrée, là. Ça, je pense que c'est un peu comme se faire du sucre à la crème. Tu sais, des fois, ils te pognent un trip de manger du sucre à la crème. C'est un peu ça, là. C'est un bon exemple. Non, mais je veux dire, tu as le trip de manger du sucre à la crème. T'es tout seul dans la maison chez vous. Tu vas-tu te faire le gros plat en Pyrex, là, de 12 pouces de long par... Fait que si tu fais ça, il y a des grosses chances que tu rentres même pas au milieu du plat puis que tu vas déjà être écœuré. C'est ça. T'en fais une petite batch, quelque chose dans un petit plat en, comment je dirais ça, en aluminium, là, quelque chose dans le genre, là, 4-5 carrés, tout ça, ça fait la job. Ben, c'est un petit peu ça. Si t'as fait ça trop de bonne heure, au lendemain du congé de l'armistice, là, ou du jour du souvenir. Après le jour du souvenir. C'est sûr que rendu à Noël, là, t'es un petit peu tanné de voir ça dans la maison. Oui, mais à ma défense, je te ramène à l'époque du 11 novembre. On avait reçu beaucoup de neige. J'étais féerique, puis on était comme dans l'ambiance de Noël. On avait reçu de la neige. Fait que c'était un peu pour ça. Parce que l'année passée, je pense, il n'y avait pas de neige. OK. On n'avait pas de neige à Noël, puis j'étais moins dans l'ambiance. J'avais juste fait mon sapin le 1er décembre. Normalement, c'est le 1er décembre. Tu vois, j'ai eu une belle leçon d'humilité cette année. Ouais. Calme-toi.
C'est ça. Ça va être quoi ta date l'année prochaine? 1er décembre. 1er décembre. Pas avant. Vraiment pas avant. le 1er décembre. Oui, parce que je pense qu'après un mois où mon environnement est troublé puis il n'est plus à mon goût propre, je suis comme ça. Je pense que c'est la page du calendrier. Puis là, je dis ça comme ça. Je pense que c'est la page, le fait de virer la page du calendrier ou de changer de mois, d'arriver dans le mois de décembre qui officialise dans la tête de bien des gens le passage vraiment vers le temps des fêtes. Oui. Parce qu'on a souvent l'impression que l'arrivée de la neige au mois de novembre, oui, ça justifie ou ça signifie quelque chose, que le temps des fêtes est à nos portes. Mais j'ai comme l'impression que, d'ailleurs, dans bien des stations de radio, par exemple, on commencera pas à faire jouer de la musique de Noël avant le 1er décembre. Là, exact. Puis on va y aller avec parcimonie. C'est ça. Donc, une chanson à l'heure ici et là, puis vers la fin, vers Noël, on tombe 100% Noël. C'est ça. Oui, mais c'est ça. Je pense que ça va être la technique que je vais utiliser. Ça va être ta date, ça va être le 1er décembre. Oui, c'est ça. Puis ça fait des petits... Moi aussi, j'ai un sapin artificiel là, que ça fait des années que je traîne. Mais puis les petites épines à terre, les chats qui jouent dans le sapin. Les chats qui mangent des comment t'appelles ça? Il y avait des glaçons à l'époque. Là, ils mettaient des espèces de ah non, moi, c'est toutes des affaires en bois dans mon sapin. Puis là, le chat mangeait ça, puis ça prenait le chemin, puis... puis là, ça ressortait. Ben oui, puis je vois ma mère qui est là, puis qui essaye d'y enlever ça. Là. Je veux pas donner de détails, là, mais pour pas y faire mal, pauvre petit minou, là, tu sais. Non, mais c'est ça, hein. Fait que faire des décorations de Noël, ça vient avec tout l'outfit. Oui, oui. Ça vient avec le beau côté féerique, mais ça vient aussi avec les autres affaires qui sont moins drôles. Comme si t'as un chat ou un chien, de ramasser des boules de Noël qui sont cassées, puis des guirlandes qui sont toutes de travers. Ben, tu vois, comme avec les années, ça fait quand même 10 ans que j'ai nos chats, là, mais ben, j'ai des décorations en bois. Là, je vais dans les marchés de Noël ou dans les différents endroits des artisans, puis il y a plein de décorations en bois. Fait que, ça fait super beau. Oui. Puis même si ça tombe à terre, ça casse pas. Fait que, tu sais, ça aide quand même. Puis, en tout cas, c'est ça, mais j'ai pogné mon bout cette année. C'est la première fois que je défais mon sapin. Normalement, je le défais comme la première fin de semaine de janvier. Comme normalement, je l'aurais défait la prochaine fin de semaine qui s'en vient. Mais là, c'est déjà fait, c'est réglé, puis ça me tente pas. On n'a même pas, tu sais, c'est ça. Fait qu'on va régler ça. Et dernière chose aussi que je vais te parler juste en terminant, parce que bientôt, on va s'entretenir dans les prochaines minutes avec Benoît Charette pour la chronique automobile. J'ai fait découvrir à mon Rafi les Legos. Ah, les Legos! Oh my God! Je le sais. Y a-tu trippé? Capoté. Capoté. C'est mon première journée. Puis en plus, c'est nous ici à Ottawa, on a un magasin de Lego juste à côté du bureau. À côté, oui, fait que ça prend beaucoup de contrôle personnel. Mais là, la première journée de vacances, j'ai décidé, viens, on s'en va en ville, on s'en va chercher chacun un Lego, puis on a commencé. Puis honnêtement, je pense qu'on vient de tomber dans une belle et grande tradition. OK. Il est minutieux, il est fait, il est bon, il est patient, il aime ça, il joue avec. Puis après, même s'il les casse, quoi que ce soit, il est comme capable de les arranger. Fait que tu sais, puis il met pas les pièces dans sa bouche. Fait que, il est vraiment, il y a 3 ans, il va presque 4 ans quand même, là. C'est bon. Mais non, j'ai parti cette belle tradition-là, puis je suis un peu contente. En même temps, je sais que ça va me coûter cher, mais c'est parce que je vais pouvoir en faire avec lui aussi. Tu sais, moi, c'était mon petit, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Là, fait que... Mais il va devenir addict, excusez l'expression anglophone, mais assez vite. Là, puis il va falloir que tu lui donnes un fixe une fois de temps en temps. Oui, c'est ça, le calmer un peu. C'est ça, on va le calmer un peu, puis on va donner un ananas. Mais puis, en même temps, mais quel beau jeu. C'est de la dextérité, c'est tout le travail, c'est la création, c'est super. Fait que, tant qu'à être addict à quelque chose, ben, j'aime mieux que ce soit après les Legos. Exactement. Il y a pire que ça. Ben oui. J'espère qu'un peu partout, vous aussi, vous avez passé un beau temps des fêtes. On est vraiment contente de vous retrouver dans Peu contenir des infos. Restez à l'écoute. Au retour, c'est Benoît Charette qui est avec nous. Il va nous parler du prix, la fluctuation, en fait, du prix des voitures à prévoir pour la prochaine année. Restez en contact avec Peut contenir des infos. Écrivez-nous par courriel pcdi@radio-rfa.com. Peut contenir des infos. Simon, on est en compagnie de Benoît. On commence l'année avec notre préféré. Ben oui, absolument. On aime le revoir même à chaque mois. À chaque mois, exactement, pour le retrouver puis pour nous parler de divers sujets. Salut Benoît, comment ça va? Alors, vous me gênez un petit peu, là. Vous mettez beaucoup de pression. Non. Ça va très bien. Bonne année, il n'est pas encore trop tard. Absolument. On va s'en souhaiter une bonne, hein? C'est toujours ça. Oui, 2026. Ça va être une bonne année pour plein de choses. Puis c'est la santé, je pense, qu'il faut souhaiter en premier. Une fois qu'on a la santé, après ça, la gloire peut venir avec.
Exact. Alors, Benoît, aujourd'hui, on dirait que de ton chalet, on est quand même privilégié. Tu es encore un peu dans tes vacances, mais tu as accepté de nous parler. Alors, appelons ça des semi-vacances. Disons que je travaille du chalet, fait que l'atmosphère est un peu plus relaxe, disons-le comme ça. Mais c'est correct, ça fait du travail un petit peu plus chaleureux, comme on dit, comme au chalet. Tu voulais nous parler aujourd'hui des perspectives 2026 pour, entre autres, le prix des véhicules. Est-ce que ça monte, ça descend? Qu'est-ce qui va se passer avec le marché? Parce que c'est quand même assez... Il y a plusieurs facteurs qui rendent ça incertain, là. Il y a beaucoup de facteurs qui rendent ça incertain. Bon, évidemment, le premier qui vient à la tête des gens, c'est les fameux tarifs. Ben oui. Là, on le voit, là. Les tarifs sont entrés à plein dans les prix qu'on voit dans les véhicules. Puis évidemment, les constructeurs, pour ne pas mettre tout sur les mêmes véhicules, ont un petit peu saupoudré dans différents modèles parce qu'évidemment, les tarifs, dépendamment d'où les véhicules viennent, on a des contre-tarifs canadiens qui ajoutent 25 % au prix des véhicules, mais les constructeurs ont choisi d'ajouter du 6, 7, 8 % un peu partout, en absorbe une partie. Et ça va continuer pour 2025. Là, évidemment, il va y avoir au cours de l'année des rencontres avec la CEUM, le fameux partenariat Canada-Mexique-États-Unis. Évidemment, ça va être extrêmement important parce que l'objectif du Canada, c'est de tenter d'éliminer dans un monde idéal ces fameux tarifs-là ou à tout le moins les amoindrir. Parce que là, évidemment, ça plombe beaucoup les constructeurs automobiles. On l'a pas vu surprenamment dans les ventes parce que malgré tout, les ventes de l'année au Canada sont restées bonnes. On est à peu près au niveau de l'an dernier où il n'y avait pas ou très peu de tarifs. Là, on n'était pas encore entré dans les tarifs. Ce qu'on soupçonne par contre, c'est qu'il va y avoir un certain ralentissement pour 2026 parce que là, on est en transition chez beaucoup de constructeurs. Je donne un exemple récent qui est arrivé en novembre et en décembre. Ford, qui devait, d'une part, construire une usine de véhicules électriques en Ontario, a décidé de faire une usine de camions. Ford, qui devait avoir une énorme usine de batteries aux États-Unis, l'a annulé. Elle a également annulé 2 contrats qu'elle avait avec des fournisseurs de batteries coréens pour s'associer à un fournisseur de batteries chinois. Alors donc, la Chine, par la porte d'en arrière, commence à faire son entrée chez les constructeurs nord-américains. Et on fait ça pour 2 raisons. D'abord, ça coûte beaucoup moins cher de faire affaire avec un constructeur de piles comme CATL qui est déjà établi. Oui. On n'a pas d'usine à construire, on n'a pas d'argent supplémentaire à sortir de ses poches. Donc, on s'associe à eux qui vont fournir des piles pour des futurs véhicules électriques chez Ford. Et il ne faudra pas être surpris de voir une compagnie comme CATL dire à Ford, regarde, moi, je peux te fournir la batterie, là, mais je peux te faire un modèle aussi. Tu mets Ford dessus, puis vends ça aux États-Unis. C'est comme ça que la Chine va subtilement arriver. Tu sais, on interdit à la Chine de vendre des véhicules chinois chez nous. Oui. Mais si la Chine fabrique un véhicule au complet pour Ford qui est fabriqué aux États-Unis, donc en sol américain, il n'y aura pas de taxes. Puis la Chine, va commencer à faire des véhicules qui vont arriver chez nous. Moi, je pense qu'il va y avoir 2-3 compagnies là, qui risquent d'utiliser cette stratégie-là. Puis l'avantage que ça a, c'est qu'on va pouvoir aussi vendre les véhicules moins cher. Parce que là, c'est ce que les constructeurs cherchent à faire en cette année 2026 et dans les années à venir. Parce que là, on le sait, le prix moyen d'un véhicule approche les 63 000 $ pour un véhicule neuf. On est à presque 40 000 $ pour un véhicule d'occasion. Wow, c'est fou. Dire qu'on achetait ça à 10 000 $ dans le temps. Il y a 8 ans, donc juste avant la pandémie, en 2018, le prix moyen d'un véhicule neuf au Canada était de 39 200 $. 8 ans plus tard, c'est le véhicule d'occasion
qui est à ce prix-là. Donc, les gens là, qui gardent leur véhicule 7-8 ans, là, qui n'ont pas magasiné depuis 2017-18, arrivent chez un concessionnaire puis ils tombent à terre. Là. C'est payer 1000 pièces par mois pour une location, là, on n'a presque plus d'efforts à faire. Là. Donc, c'est un sérieux, pensez-y bien. Puis les constructeurs, eux, le savent. On le sait, là, le pouvoir d'achat des gens est limité. Donc, on essaie de trouver des façons d'amener des véhicules sur le marché qui vont coûter moins cher, mais avec les tarifs et avec aussi la technologie. Parce qu'il ne faut pas oublier la technologie. Depuis une quinzaine d'années, on a ajouté des écrans, on a ajouté des caméras de recul, on a ajouté des lidars, on a ajouté des caméras. Tout ça a un prix. Et dans le prix qu'on paye pour un véhicule, ben tout ça est calculé. J'ai eu une réunion, moi, avec des gens de Kia en octobre dernier, et on est à étudier une façon d'amener des véhicules qui vont être moins fardés de technologie. Évidemment, il y a un minimum à respecter. Tu sais, une caméra de recul, c'est obligatoire depuis 2017 au Canada. Donc, on ne peut plus avoir un véhicule neuf sans caméra de recul. Mais est-ce qu'on est obligé d'avoir 2 écrans de 12 pouces? Tous les systèmes qu'on appelle les systèmes ADAS, là, les systèmes qui détectent la voie médiane, qui détectent le véhicule à côté, qui détectent un véhicule. Il y a plein de cossins il y en a beaucoup. Oui. Certains sont, je l'admets, fort pratiques. D'autres tombent dans le genre d'option qu'on n'a peut-être pas nécessairement besoin d'avoir. Donc, ce que je disais, c'est que Kia est en train d'étudier des modèles qui pourraient avoir le strict minimum. Donc, tout ce qui est obligatoire sera là, mais il n'y aura pas de superflu et on fait le pari qu'il y aura des preneurs pour ce genre de véhicule-là qui forcément seront un peu moins chers parce que on aura moins appelons ça, de belles technologies à bord du véhicule. Là. Ben, c'est un peu ce que j'allais dire tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des moyens de faire baisser les prix autrement qu'en remplissant nos voitures avec, somme toute, dans certains cas, ben des gadgets dont on n'avait pas besoin à une certaine époque pour conduire quand même les véhicules. Je veux dire, tu sais, on regarde aller les voitures aujourd'hui qui sortent de chez les concessionnaires, puis on se demande, c'est à se demander comment qu'on faisait pour conduire une auto dans les années 80 et les années 90. Je veux croire, mais je veux croire qu'il y a bien certaines affaires qui sont très utiles et qui sont absolument nécessaires parce que les conditions de sécurité puis les obligations des agences de certification les rendent absolument essentielles. Mais il y a bien des affaires dans les autos aujourd'hui dont on pourrait très bien se débarrasser puis que l'auto continuerait quand même d'avancer, là. Tu sais, on se pose la même question, comment on faisait pour travailler avant qu'Internet existe? Oui. On travaillait. Les gens, bon, OK, ça allait pas aussi vite, c'était pas aussi pratique, mais dans le cas d'une voiture, le but premier d'une grande partie des conducteurs, c'est d'aller du point A au point B, avec préférablement un véhicule qui sera pas au garage à toutes les 2 semaines et qui va nous donner quelques bonnes années de service. Bon, quand on prend ça en compte, il y a bien des gens, moi, il y a des gens qui me disent, c'est le fun des fenêtres électriques, là, mais pour 300-400 pièces de moins, je les prendrai à manivelle. Là, voilà. Je n'ouvre pas ça bien souvent. Moi, c'est ce que j'allais dire. Puis les fenêtres en arrière avec les enfants passent tout le temps leur temps baissé. C'est comme manivelle serait plus bas dans le siège de tout, serait pas capable de le prendre. Et des fenêtres à manivelle, l'hiver, ça ouvre pareil quand il fait froid puis c'est gelé. Pas des fenêtres électriques. Alors, mais tu sais, c'est des choses comme ça qu'on doit regarder du côté des constructeurs et essayer de prévenir ce que moi j'appelle l'enflure technologique. Là. Et ça va être une façon d'amener évidemment les prix à la baisse. Les partenariats avec des constructeurs chinois, ce que Ford a décidé de faire, je pense que ça va être suivi par d'autres constructeurs. Puis là, bien évidemment, il faudra surveiller les tarifs parce que là, ça met une pression à la hausse. Parce que ce qui arrive en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de projets qu'on avait mis sur pied, qu'on a laissé dans la voie de service pour le moment parce qu'on se dit, avec le coût des tarifs et nos profits qui diminuent en raison des surplus qu'on doit payer pour les tarifs, bien, on n'a plus assez d'argent pour développer des projets. Bon, ça peut aller 1 an ou 2, mais on peut pas
rien faire pendant 4, 5, 6 ans. Là, c'est une roue qui tourne, qui va extrêmement vite, et il faut à un moment donné bouger si on veut aller de l'avant. Puis comme on dit en bon français, autrement dit, less is better. Donc un peu moins va faire mieux, donc un peu moins de fioritures, puis on retourne à l'essentiel dans la voiture pour le plaisir de conduire et non pas pour le plaisir du divertissement. Exact. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Puis je pense que la dernière solution, c'est de revoir aussi ce qu'on appelle les certifications de véhicules. Ah oui. En ce moment, les certifications de véhicules au Canada sont calquées sur les États-Unis. Donc, c'est difficile d'avoir accès à des modèles en Europe parce qu'il faudrait recertifier ces modèles-là et ça coûte jusqu'à 50 millions de dollars pour un seul modèle. Oh mon Dieu! Donc, considérant que le marché canadien n'est pas très grand, il n'y a personne qui va certifier un modèle pour en vendre 2-3 000 parce que le prix à payer pour le constructeur est beaucoup trop élevé. Donc, si on certifie selon les normes européennes, ça veut dire qu'il y a plein de petits modèles chez Nissan, Peugeot, Citroën, Renault qu'on pourrait amener chez nous sans les recertifier et sans taxe non plus, parce qu'on n'a pas il n'y a pas de tarif avec l'Europe. Puis on aurait des voitures abordables. On aurait des voitures plus abordables. Je sais que le gouvernement canadien, d'ailleurs, M. Carney est à Paris, ça va faire partie des conversations qu'il va y avoir là-bas. On est à étudier des solutions autres et on veut aussi parler avec les Européens et les Américains pour dire il n'y a pas moyen de faire une certification. On peut tous s'entendre sur une façon de faire. On certifie le véhicule une fois, puis qu'ils viennent d'Asie, d'Europe, des États-Unis. La certification va être bonne pour tout le monde. Et là, on ouvre le marché. L'exemple le plus frappant, pas loin de chez nous, c'est le Mexique. Le Mexique accepte toutes les certifications. C'est pour ça qu'on retrouve des modèles qui viennent d'Europe, des modèles qui viennent des États-Unis ou des modèles d'Asie. Tout le monde rentre là, sont certifiés. OK, nous autres, tant qu'une certification approuvée, il peut rentrer chez nous. Donc, c'est aussi des lois et des façons de faire qu'il faudra revoir. Hey Benoît, merci beaucoup pour cette chronique ce matin pour commencer l'année. Très heureuse de t'avoir retrouvé. J'invite les gens à aller sur ton site web, l'annuelauto.ca, pour avoir, s'ils ont des questions, s'ils veulent s'informer, magasiner les voitures, suivre tes aventures aussi, parce que c'est intéressant ta vie, Benoît. Tu fais plein de choses, puis tu te promènes partout. Donc, on invite les gens à aller faire un tour là-bas, puis on se reparle bientôt. Merci, Cathy et Simon. À Salut. bientôt. Salut. Bye-bye. Bye. Pour rester en contact avec Peut contenir des infos, abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous avez des idées, des suggestions ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel pcdi@radio-rfa.com. Dans les prochaines minutes, Simon, tu vas nous parler des forêts fantômes. Oui, des forêts fantômes du fleuve Saint-Laurent. J'aime ça, c'est un exercice de diction. Les forêts fantômes? Oui, les forêts fantômes. J'aurais aimé ça que tu me dises les forêts fantômes, les forêts feuillues de fantômes. En tout cas, bref. Les forêts feuillues fantômes? Oui, du fleuve Saint-Laurent. Du fleuve Saint-Laurent. Les forêts feuillues fantômes du fleuve Saint-Laurent. Non, mais Voilà. tu vas voir tantôt, c'est bien intéressant. Moi, j'avais pas le choix, en fait. Puis j'avais pas le choix, mais je sentais que c'était important qu'on parle d'un sujet qui est arrivé dans les derniers jours, dans les dernières semaines, Oui. cette fameuse attaque militaire qui a été menée par les États-Unis au Venezuela OK. pour la capture du président vénézuélien. Ça a causé toute une onde de choc dans le monde. Puis en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Là, un petit retour, si jamais vous avez manqué un peu les détails de tout ça, c'est que le 3 janvier dernier, les États-Unis ont lancé une vaste opération militaire baptisée Opération Absolute Resolve contre le Venezuela. Et l'offensive va consister en fait à des frappes aériennes, des bombardements qui étaient ciblés et le débarquement des forces spéciales dans la capitale de Caracas. Et tout ça a mené à la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro et de son épouse. Donc, ils ont été amenés ensuite aux États-Unis. Ils ont comparu, on a pu voir ça un peu partout dans les nouvelles. Ce que les États-Unis disent comme raison pourquoi ils sont allés là-bas, c'était pour mettre fin à un régime corrompu impliqué dans le narcotrafic. On s'entend,
Maduro n'est pas le meilleur président. C'était pas quelqu'un de blanc ou de gentil. C'était un dictateur. C'était quelqu'un qui menait son pays vers le bas. C'était pas quelqu'un de bien. La façon que ça a été fait aux États-Unis, par contre, c'est autre chose. Donc, c'est pour mettre fin à ce fameux régime on est tous dans le conditionnel. On est dans le conditionnel. Dans le conditionnel, donc qui aurait alimenté la crise migratoire. Et le président américain Donald Trump a donc affirmé que désormais, les États-Unis, à partir de maintenant et depuis quelques jours, seraient aux commandes du pays jusqu'à une transition politique qui serait sûre. On a aussi indiqué, puis c'est ça qui est inquiétant dans tout ça, c'est que lors d'une conférence de presse qui a suivi, c'est que Trump a dit que ça pourrait aller jusqu'à une seconde attaque si les gens dans le pays, au Venezuela, n'écoutaient pas ou ne se pliaient pas aux exigences américaines. Est-ce que c'est légal faire tout ça, Simon, tu penses? Je ne veux pas faire dans l'éditorial, mais mettons que c'est un peu cavalier ou un peu singulier comme façon de procéder. Effectivement. Parce que selon la Charte des Nations Unies, il n'y a rien qui justifie une action comme celle-là. Absolument pas. Puis il y a eu des réactions internationales un peu partout. Là. Évidemment, l'Espagne, le Brésil, le Chili, la Colombie ont dénoncé cette attaque qui en fait, ça menace la sécurité régionale et la souveraineté des États aussi. Parce que là, si on commence à pouvoir s'attaquer comme ça à gauche et à droite pour des supposées raisons sans preuve, je dis, Deuxième Guerre mondiale, là, ça a commencé un peu comme ça, un pays qui envahit d'autres, là, c'est un peu ça. Le droit international aussi n'a pas été respecté là-dedans parce qu'un autre État ne peut pas intervenir dans un autre État à moins d'une demande quelconque ou d'une décision de l'ONU. Et ce qui est aussi, là, on parle, ça c'était plus des alliés des États-Unis ou du Canada, mais du côté des alliés du Venezuela, on n'est pas content non plus. Et qui sont ces alliés-là? La Russie, la Chine et compagnie, eux autres, ils doivent pas trouver ça drôle. Non, et c'était déjà pas très facile avec les relation avec là, puis on peut se poser plein de questions. Est-ce que les accords ou les ententes que Donald Trump a déjà eues avec Vladimir Poutine pourraient peut-être tomber? Est-ce qu'on va menacer sur autre chose? Il y a plein de choses qui rentrent en bout de ligne là-dedans. Et vraiment, c'est assez... C'est extrême. Puis pour le pays, là-bas aussi, c'est une guerre, c'est inquiétant. Qu'est-ce qui se passe? C'est un des pays les plus pauvres, le Venezuela. Donc, ce qui est un peu singulier là-dedans, c'est que oui, c'est déjà arrivé que les Américains fassent de telles attaques ou en fait de telles interventions militaires. On l'a vu par exemple au Panama ou à d'autres endroits quand ils sont allés par exemple en Irak pour ramasser Saddam Hussein et tout ça. Je veux dire, c'est pas la première fois, mais souvent dans le passé, enfin, me semble-t-il, écoute, j'ai pas 80 ans, mais j'ai quand même vu un peu... Quelques peu de vécu, J'ai un petit peu de vécu. Il me semble que les États-Unis avaient souvent tendance, en tout cas dans bien des endroits, à financer des milices locales, ou enfin des groupes paramilitaires. Les Contras du Nicaragua, on l'a vu au Chili, par exemple, on l'a vu à d'autres places, à Cuba et tout ça. Et il disait à ces gens-là, vous voulez vous débarrasser de quelqu'un qui fait pas votre affaire et qui fait pas la nôtre aussi, c'est comme, allez-y, faites la besogne, on va vous équiper, on va vous armer, on va vous financer et tout ça. Mais là, y aller de front de cette façon-là, premièrement. Et de s'en vanter comme ça. OK, c'est vrai que Nicolas Maduro, c'est quand même pas un enfant de cœur, là, on s'entend. Non, déjà en partant. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis il y a probablement bien des gens là-bas, au Venezuela, qui sont très, très contents que le gars ait été tiré de là puis qu'on lui fasse un procès. Mais d'abord, est-ce qu'on va lui faire un vrai procès en bonne et due forme pour tout ce qu'il a créé depuis qu'il était au pouvoir, ou si on va lui créer un procès un petit peu bidon sur le fait qu'il a vendu de la poudre puis il a financé des cartels ou des affaires comme ça. Ça, c'est une affaire. Et puis c'est aussi le fait que... il s'en vante. Il s'en vante, puis il s'en cache pas. Il s'en vante, il s'en cache pas. Il s'en va à la télévision, il s'en va devant des conférences de presse. Et puis là, il dit, regardez, ce qu'on a fait là, c'est quelque chose qui est tout à fait reproductible à d'autres endroits. S'il faut qu'on rentre en Colombie ou s'il faut qu'on rentre à Cuba, on va le faire. Ils sont maintenant en train d'annoncer qu'ils vont probablement, en tout cas, espèrent-ils, prendre le Groenland. Mettons que c'est un peu singulier, c'est un peu particulier. Puis là, je ne veux pas faire d'éditorial, mais je veux juste mettre les choses en perspective, ramener les choses dans un cadre historique de ce qu'on a déjà vu des États-Unis, de ce qu'on voit actuellement. Et je résumerai en un mot, c'est très Trumpesque, si tu me permets l'expression, comme façon de procéder. Mais c'est très cavalier également. C'est Trump. C'est comme, OK. Puis là, je sais que je tombe un peu, mais c'est ça pareil. Ben, c'est sa façon de faire. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, il agit de cette façon-là. Puis, en fait, au-delà de tout ça, c'est sûr qu'il y a le pétrole, on s'en cachera pas. Il y a le pétrole qui est un intérêt grand pour les Américains. Ça fait des années et des années et des années que les entreprises américaines peuvent plus exploiter en territoire du Venezuela. Donc, c'est sûr qu'avec cette frappe-là, on avait aussi espoir de pouvoir renvoyer nos compagnies pour aller chercher le pétrole. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le monde? Il va falloir vraiment être attentif parce que ça lance des drôles de
message. Puis en même temps, ben, ça dépasse ce qui se passe au Venezuela, Ça sort de là-bas. Caracas, là. Puis c'est vraiment un débat, puis un drame quand même global qui pourrait avoir des conséquences un peu partout sur la planète. On verra ce qui va suivre. Voilà. Changement complètement de ton maintenant, Simon, parce que c'est important de parler de ça, mais quand même, il y a plein de choses intéressantes qui se passent. Et là, tu voulais nous parler des forêts feuillues fantômes du fleuve Saint-Laurent. Bien, pas feuillu nécessairement, mais c'est un fait que la majorité d'entre vous ignorent. Hein. On va se ramener chez nous, ici au Canada. On va partir de l'Amérique latine pour s'en venir au Canada. On a un des plus grands fleuves à travers le monde, hein, le fleuve Saint-Laurent. Oui. On ne se le cachera pas. Je pense que c'est le 17e en importance à travers la planète. C'est quand même précis. Troisième en Amérique du Nord, là, avec le Mississippi et Oui. tout ça. Et sous les eaux du fleuve Saint-Laurent, on trouve des arbres qui sont très anciens. Même dans certains cas, qui formaient à l'époque une espèce de forêt. Ah, ouais. Ouais. Mais là, ils sont comme couchés, ils sont pas vivants en dessous de Non, l'eau, là. ben non, ils OK. sont plus vivants, évidemment, mais ils sont encore là. Hein. Et dans certaines zones du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de la Gaspésie, on peut apercevoir à marée basse, quand on s'approche, par exemple, de la grève là, ou du bord de l'eau, là, il y a des souches d'arbres qui sont parfaitement conservées, qui sont encore plantées dans le sol, comme si la forêt avait été figée dans le temps. Et je suis convaincu que certains d'entre vous avaient déjà vu ça, puis se demandent, comment c'est arrivé là? Est-ce que c'est un arbre qui est arrivé a par planté un arbre? qui est arrivé par le courant, qui est rentré là, tout ça? Non. C'est des arbres qui sont là. Et c'est assez exceptionnel. C'est qu'on a découvert des arbres qui datent d'aussi loin que... Tu es capable de mettre un chiffre? Et si loin que ça doit être genre des 1600? Ah non, c'est bien plus que Ah, ça. ouais, hein? Il y a des arbres qui datent de 10 000 Ben non. Oui, 10 000 à 12 000 ans dans certains cas. On a découvert des arbres, des forêts, des arbres qui sont plantés dans le Saint-Laurent, qui sont là depuis 10 à 12 000 ans. C'est des pins et des épinettes en particulier qui ont vu rien de moins que la dernière grande glaciation. Et ça donne une idée sur le territoire, la faune, puis comment c'était placé avant. Exact. Incroyable. Et ça s'est formé à l'époque où le retrait des glaces, il y a eu la grande glaciation, Oui. je le disais, puis ça a fondu à un moment donné. Forcément, on ne serait pas là si ça n'avait pas fondu. Oui, On s'attend. des fois, on trouve qu'il fait frais, ça n'a pas assez fondu, Oui, mais en c'est ça. général, ça fondit, oui. Et là, ça a fait une mer intérieure et c'est là que la mer de Champlain s'est formée. Ça a submergé d'anciennes terres forestières où OK. on trouvait justement ces arbres-là. Ah. Et oui, absolument. Et on comprend que ces arbres n'ont évidemment pas poussé sous l'eau, ils ont poussé sur la terre, c'est-à-dire à l'époque, et ils ont été ensevelis au moment où la grande glaciation s'est terminée. C'est comme Et que- Atlantis des forêts. C'est un petit peu ça. C'est des forêts qui sont englouties sous les flots Wow. et qu'on ne découvre qu'à marée basse, ou même dans certains cas, qui sont encore là, mais qu'on ne voit pas autrement que si on enfile un scaphandrier ou Ouais. une combinaison de plongée. Pense à... Le Puis, sous-marin, c'est un peu intense, mon affaire. Là, Un ou petit peu, là, Ouais, ouais, mais c'est pas grave. Mais- Si vous avez accès à un sous-marin, gâtez-vous. ben, honnêtement, leur conservation, ça tient presque du miracle. Hein. Il faut comprendre que sous l'eau, tu sais, le Saint-Laurent, là, c'est pas la mer des Caraïbes. Là. Non. Puis il doit y avoir quand même du courant parce qu'en même temps, je suis comme surprise que ce soit bien conservé parce que l'érosion des berges se fait à cause du courant de l'eau. Fait que je me dis, l'eau qui doit passer doit abîmer ou... Ouais, ben, ils sont pas, tu sais, c'est pas des arbres comme si tu t'en vas prendre une marche dans le bois. Là, Non, tu sais, je comprends ils n'ont ça. pas la même shape, là, on s'entend, là. Mais c'est parce que sous l'eau froide, c'est très pauvre en oxygène. Mais ben voyons donc, Simon. Eh ben oui. Et l'eau froide a permis à ces arbres-là de pas pourrir, De les conserver. de les conserver. C'est comme Voilà. un congélateur. C'est un peu ça. Ah ouais. Ça les a aidés à conserver, même s'ils sont plus très, très regardables, on s'entend. Oui, là. ben, ils sont Alors- conservés, ils sont pas beaux. Alors, et de cette façon-là, on est capable de lire les cernes, on est capable de voir les racines, les racines sont intactes et on était capable de dater leur âge avec une précision quand même assez surprenante. On a daté certains de ces arbres-là de 10 000 à 12 000 ans, comme j'ai dit. Et les chercheurs ont utilisé ces souches-là comme des archives, là, tu le OK. disais tantôt, pour mieux comprendre un peu l'évolution de notre territoire. Des arbres qui datent de la dernière fonte des glaces, la dernière grande glaciation. Donc, on peut connaître avec ça les périodes de réchauffement et de refroidissement de notre territoire. Ah, Quand ouais, est-ce que hein? ça a gelé, quand est-ce que ça a dégelé, tout ça. Les déplacements du littoral. Oui. Bien sûr, Ben parce oui. que la mer de Champlain était beaucoup plus large que ce qu'est aujourd'hui le fleuve Saint-Laurent. Puis c'est un petit peu pour ça qu'on les voit soudainement apparaître à marée basse. La vitesse à laquelle le sol s'est affaissé ou relevé selon les endroits. On analyse ces souches-là. Et c'est une nouvelle vie, à quelque sorte, que ces arbres ou ces forêts fantômes-là donnent au fleuve Saint-Laurent parce que
ils abritent du plancton, Oui. Ils abritent des poissons, Mais des c'est mollusques. des habitats pour, Exactement. comme tu dis, des poissons, des mollusques, mais c'est aussi C'est un ça. endroit où il y a de la nourriture pour les plus gros poissons, hein, parce qu'on sait, il y a toujours un plus gros poisson dans le fleuve. C'est ça. Alors, ces forêts fantomatiques là, qu'on peut voir à marée basse, elles sont encore présentes. Quand vous irez faire un tour, je sais pas moi, dans le Bas-Saint-Laurent ou encore en Gaspésie, à marée basse, c'est que vous verrez apparaître certains troncs d'arbres là, comme ça, à des coins sur le bord des plages. Vous direz, ça n'a pas été planté là hier, ça, cette affaire-là. Puis c'est pas arrivé là comme par hasard. C'est un arbre, tout simplement, qui est sorti de terre à l'époque, il y a 10 à 12 000 ans ou à peu près. Hey, c'est vraiment intéressant. J'ai habité, c'est drôle, en Gaspésie, puis on dirait que dans ma tête, j'essaie de refaire les plages. Puis là, il y en a une à Aldémen, justement, qui me revient en tête, puis qui avait des souches comme ça. Tu vois des arbres comme ça, là? Oui. Puis à marée basse, il y a même la plage revient, puis tu vois qu'il y avait autre chose. Fait que, ouais, c'est intéressant. Merci beaucoup, Simon. Est-ce que tu es prêt pour le quiz? Oui, je suis prêt pour le quiz. Je me suis réchauffé les neurones tout le temps des fêtes. Parfait. Donc, on va faire les grands événements qui se sont passés au mois de janvier. Avertissement. Cette émission Peut contenir des infos. Quiz. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. le quiz. Le quiz. Et c'est l'heure du premier quiz de l'année 2026. Je trouvais que ça faisait vraiment officiel de dire oui, ça. hein? Oui. Puis on verra qui appartiendra le dernier. Je n'ai pas encore fait les calculs de tout ça. Donc, le quiz d'aujourd'hui, c'est arrivé en janvier. Et c'est janvier, ça peut être janvier 2012. Qu'importe l'année, c'est ça. Là. Ou janvier 1736. OK. Donc, c'est culture générale, Tu histoire. donnes des dates approximatives, des années. Là, je veux dire, tu n'es pas en train de me vendre des... Non. C'est approximatif. Regarde, tu vas voir dans la première question, tu vas comprendre tout de suite. Le 23 janvier 1556, quel événement catastrophique a eu lieu en Chine? Est-ce que c'est le plus fort typhon jamais enregistré? La peste bubonique qui a fait sa première... Buconique, pardon. Bubonique? Bubonique, oui. Ouais. J'ai mon œil qui a fourché, Ok. excuse-moi. Bubonique, qui a fait sa première victime. Le tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire ou encore une éruption volcanique majeure. Je doute de la peste bubonique parce que la peste bubonique est beaucoup plus vieille que ça. OK. J'irais pour un tremblement de terre, probablement un des plus grands tremblements de terre de l'histoire. Bonne réponse? Ah oui, bon. Oui, bonne réponse. Tu as combien de questions? 12. Ah, 12 ok. questions, c'est vrai, Ok. j'ai oublié de le Ok. spécifier, donc j'avais trop hâte de partir. Je c'est t'avais correct. dit, je t'ai excitée aujourd'hui. Ben 12 oui, questions. Ça se voit. Avec des choix de réponses. On a gardé nos bonnes habitudes pour ceux qui sont habitués à l'émission. Donc, c'est le séisme qui est survenu dans la province de Shaanxi, qui est considéré comme le tremblement de terre le plus meurtrier jamais enregistré, avec environ 830 000 morts. Wow! 830 000 morts. Ouh. Les habitations traditionnelles qui étaient creusées dans les... Tu sais, ça s'est effondré Oui. massivement. Oui. Là, on n'était pas équipés à l'époque là, pour des si gros tremblements de terre. Tu sais qu'il reste encore des gens là-bas en Chine qui habitent, comme à l'époque, Oui. dans des grottes. Hein? Il y a encore des gens qui habitent dans... Oui, comme ça, puis en société reclus, puis Ouais. vraiment dans leurs choses, comme à l'époque. Effectivement, puis je sais pas si c'est une croyance, c'est juste par, comment dire... Ben, tu sais, après, quand t'as une maison qui se passe, une maison, une grotte ou quelque chose qui est bien aménagé depuis des années, puis tout ça, puis que t'as un standard ou un mode de vie, tu dis, Bon, pourquoi changer? pourquoi Effectivement. faire une maison en bois puis qu'elle risque de s'écrouler, puis tout ça. Ouais. Continue. Un peu comme Pierre-Yves McSween. Il dit, j'en ai-tu vraiment besoin? J'en ai-tu vraiment besoin? J'en ai-tu vraiment Bois besoin? dans une maison en roche. C'est ça. Oh boy, ça va être un long quiz. Question numéro 2. Le 1er janvier 1959, Fidel Castro a fait quoi à Cuba? Est-ce qu'il a été assassiné? Il a chassé le dictateur Batista du pouvoir. Il a signé un accord de paix où il est devenu le président élu. Je pense qu'il a chassé Batista du pouvoir. Hein. Effectivement. Donc, ça marque la victoire de la révolution cubaine. Le dictateur fuit le pays et Fidel Castro entre à La Havane quelques jours plus tard. Et ça va transformer radicalement Cuba, qui deviendra donc un État socialiste et un acteur clé aussi de la guerre froide, notamment lors de la crise des missiles en 1962. Troisième question. Ça va bien, tes choses, ça va bien. Que s'est-il passé le 27 janvier 1967 lors de la mission Apollo 1? Est-ce que A, c'était le premier vol habité autour de la Lune? B, un incendie mortel au sol? C, un échec au lancement? Ou D, un amérissage réussi? Apollo 1, la mission,
Je pense que c'est le feu. Il y a eu un feu, ça peut-tu? Oui, bonne Ouais, réponse, le c'est feu, ça. ouais. Oui, donc lors d'un test au sol, un incendie a éclaté dans la capsule Apollo 1, causant la mort des 3 astronautes à l'intérieur. Le drame a d'ailleurs poussé la NASA à revoir complètement la sécurité de ses missions spatiales. Les leçons tirées de cette tragédie vont contribuer d'ailleurs directement au succès des missions Apollo suivantes, dont Apollo 11. OK. Question numéro 4 maintenant. Le 30 janvier 1948, Gandhi a mené l'Inde à l'indépendance, B, échappait à une tentative d'assassinat, C, se mariait, D, est assassiné. En 48? Oui, Gandhi. Gandhi, je pense qu'il a été assassiné. Ça se peut-tu? Oui, bonne Ouais, réponse. ok. Oui, Gandhi a été assassiné donc à New Delhi par un extrémiste hindou opposé à sa vision de tolérance religieuse. Oui. Donc, figure mondiale de la résistance non violente, il avait joué un rôle central dans l'indépendance de l'Inde et sa mort avait évidemment choqué le monde entier parce que c'était un visage qui prônait la paix et la non-violence. J'essayais de me remettre dans les années, là, tu sais, puis Oui. parce que c'est drôle, c'est le genre de personnage, Gandhi, dont on entend encore parler aujourd'hui, Oui. en 2026, nonobstant le fait qu'il ait vécu il y a quasiment un siècle de ça. Puis là, j'essayais de remettre les années, puis oui, c'est possible, 1948. Puis j'ai pris un petit guess, là, j'avoue. Oui, puis même moi, puis je savais qu'il était décédé depuis un certain moment, mais on dirait Ouais. je n'avais pas réalisé que c'était depuis si longtemps que c'est ça. ça. On est rendu à la question numéro 5. On retourne un petit peu dans le passé. En janvier 1910. OK, ouais. C'est pas si pire. un C'est petit pas peu si loin, pire. mais... Ben, les Canadiens existaient. Ah oui? OK. Ben, bon. regarde, tu vois, c'est mon référent, OK. c'est correct, c'est pas si pire. Donc, en janvier 1910, que s'est-il passé à Paris? Est-ce que c'est A, l'exposition universelle, B, la Seine atteint un niveau record, C, un tremblement de terre ou D, une inondation mineure? Je sais, mais là, je vais me planter probablement. Je vais prendre une inondation mineure parce que je pense pas que ce soit l'Expo universelle. Je pense qu'elle était plus vieille. À moins qu'il y en a eu 2, eux autres. Non, mais tu as raison, c'est pas l'exposition Non, universelle, mais OK. c'est pas non plus une inondation mineure, c'est la Seine qui atteint un niveau record. Ah, OK. Donc, le cru historique de la Seine paralyse Paris pendant plusieurs semaines. D'ailleurs, les métros, les caves et toutes les rues plus basses là, ont été inondées. L'eau a atteint 8,62 mètres, qui est un record toujours inégalé. Ben, je créerais. 8,62 mètres. Wow. C'est très, très haut. Je sais même pas c'est combien en pieds. Ouais, mais en même temps, je veux dire, c'est probablement creux à bien des places, là, Oui, la Seine, là. c'est sûr, C'est c'est pas sûr. 8 pieds. C'est pas 8 mètres, tu disais? Comme, Oui, c'est 8 pas- mètres. C'est pas 8 mètres au-dessus du niveau du sol. Non, là. c'est 8 mètres au total. Tout le monde flotte, là. Ouais, c'est ça. Puis même les arbres, après ça, on retourne dans nos forêts feuillues fantastiques. Là. Mettons. Donc voilà, cette l'eau avait atteint vraiment un niveau record à ce moment-là. Il s'est toujours pas égalé, heureusement. Question numéro 6. Quel tremblement de terre a frappé Haïti le 12 janvier 2010 et à peu près la magnitude? Est-ce que c'est A, entre 7 et 7,3 de magnitude, B, 8 et plus, C, il n'y a eu aucun tremblement de terre, ou D, c'était une tempête tropicale? Il n'y avait pas de R, tempête tropicale. Quand même, à Haïti, il y en a eu. Bah, je vais dire celui de 8 et plus, là, peut-être, non? C'est A, c'est entre 7 et 7,3 de magnitude OK. quand même. 8, OK. c'est Ah, ben non, extrême, c'est là, mais quand même. c'était beaucoup. Donc, d'environ 7 qui a frappé près de Port-au-Prince. Ça s'est passé, comme je le disais, le 12 janvier 2010 et ça a causé plus de 280 000 morts, des millions de déplacés et détruit une grande partie des infrastructures du pays. Et la catastrophe révèle une grande vulnérabilité du pays et déclenche aussi une vaste mobilisation internationale. Malheureusement, aujourd'hui, oui, il y a eu de la reconstruction, Ouais. mais en même temps... Ben, en même temps, Haïti, c'est un pays qui est quand même beaucoup affligé là, par les tempêtes tropicales, Exactement. les tremblements de terre, tout ça. On dirait qu'ils sont comme spotés là, sur comme le hotspot. Oui, c'est quasiment le triangle des Bermudes, Je là, sais pas sur trop ton ce que centre. c'est. Là, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que quand tu as beau reconstruire, puis tu as beau essayer de repartir à zéro, mais tu sais, à un moment donné, là, quand c'est à refaire à chaque année ou presque. Là, C'est ça. Puis c'est exactement. Puis on connaît la réalité aussi du pays là-bas. Maintenant, question numéro 7. Le 28 janvier 1986, quel désastre spatial a eu lieu? Est-ce que c'est A, Apollo 13 qui retourne en sécurité? B, Columbia qui explose au retour? C, Challenger qui explose après le décollage? Ou D, une station spatiale s'écrase? 86, Oui, 86. je pense que c'est Challenger. Bonne réponse. Ouais, ok. C'est Challenger. Donc, la navette Challenger explose 73 secondes après son lancement, tuant les 7 astronautes à son bord, dont une enseignante. L'accident est causé par un joint défectueux aggravé par le froid. Le drame avait entraîné l'arrêt temporaire là, du programme des navettes spatiales américaines et ça avait créé tout un drame parce que ça avait été vu en direct à la télévision. Ben oui, c'est ça. Tu es en train de regarder la télévision, puis tout à coup, tu vois, t'es comme pouf! Wow! Qu'est-ce qui vient de se passer là? Puis là, tu fais comme...
Ah ouais, puis tu vois tous les morceaux qui revolent. Oui. Puis tout, c'est comme, wow. Ben, puis là, tu sais qu'il y a personne Il y a personne qui sort de là. Non. Fait que c'est... Ben, je vais faire une joke. C'est de l'humour très noir, ce que je veux dire. Mais si tu sors de là, va te prendre un 6,40. Je pensais que c'était style de là ramasser tes morceaux. Non, mais c'est très noir, là, ce que je dis. Là, c'est très... Non, mais excusez, là, je veux pas faire de joke avec ça, mais c'est ça pareil. Ben, depuis le temps que c'est passé, je pense que ça passe. Prends-en 2. Prends l'extra. Ouais, ça va aller faire avec ça. Question numéro 8, qui est la détentrice de notre plus vieille date d'événement qui s'est passé. Le 11 janvier 49 avant Jules César. Avant Jésus-Christ, Jules César a été assassiné. B, franchit le Rubicon. C, devient empereur. Ou D, plutôt, perd la bataille. Je pense qu'en 49, c'est fait assassiner, si je me trompe. C'est B, il a franchi le Rubicon, oui. Donc, puis il a défié l'autorité du Sénat romain en faisant ça. C'était un geste symbolique qui a marqué le début de la guerre civile et qui va mener à la fin de la République romaine et à l'avènement de l'Empire de Jules César. Je pensais parce que la mort de César, en tout cas, il me semble dans ma mémoire, là, quand j'étais là à l'époque. Là. Oui, avant JC. Oui, c'est ça. Tu te conserves bien, Simon. C'est quoi ta crème? Bien conservé. Va falloir que tu me donnes des trucs. Ouais, c'est ça. Tu dors sur le dos pour pas faire de plis. C'est ça. N'importe quoi. 9e question. En janvier 1924, que s'est-il passé avec notre grand ami Lénine? Est-ce que A, il meurt? B, il est assassiné? C, il abdique? Ou D, il revient au pouvoir? En 1924? Oui. Ben, il n'a pas été assassiné, Lénine, me semble. Il est mort, mais il est décédé cette année-là, peut-être. Mais oui. Je pense mais... pas qu'il a été assassiné, mais en tout cas. Non, c'est ça. Il est-tu mort ou il est assassiné? Je pense qu'il est décédé. Oui. C'est la bonne réponse. Ça. Il est décédé. Donc, il meurt à 53 ans après plusieurs AVC. Sa mort ouvre une lutte au pouvoir au sommet de l'URSS. Et ça va mener finalement à l'ascension de Staline, un autre grand champion de notre histoire moderne. C'est Joe. Oui, Joe Stalin. Question numéro 10. Il en reste, il reste 3 questions. Exact. Quelle tragédie maritime survient le 30 janvier 1945? Est-ce que c'est A, le Titanic? B, William Gustloff? C, Lusitania, ou D, le Costa Concordia, qui a un accident. Je pense que c'est Lusitania, si je ne me trompe pas, non? C'est B, le Wilhelm Gustloff, qui est un paquebot allemand qui est torpillé par un sous-marin soviétique. Et il y a plus de 9300 personnes qui meurent quand même, principalement des civils qui fuyaient en fait l'armée rouge. C'est un bateau qui voulait quitter l'URSS, puis finalement, ne l'auront pas quitté. C'est le naufrage qui est le plus meurtrier de l'histoire, qui est bien plus grave d'ailleurs que celui du Titanic à l'époque. C'est encore plus grave. 11e question, ça va quand même bien. 50%, pas pire. Ouais, tu as encore le temps de te rattraper. Question numéro 11. Le 22 janvier 1972, Shuichi Yoko devient un héros national, est capturé après 28 ans caché, dirige une armée ou meurt en forêt. Aucune idée. Je vais dire qu'il meurt en forêt. Non, est capturé après 28 ans caché. Ça, c'est toute une histoire. 1972, OK? Ça, c'est le moment où il a été capturé. C'est un soldat japonais de la Seconde Guerre mondiale qui vivait caché à Guam, qui est une île dans l'océan Pacifique, dans l'archipel des Mariannes, en Micronésie, un endroit que j'ai découvert en faisant le quiz, qui est un territoire non incorporé aux États-Unis. Fait que c'est comme aux États-Unis, mais c'est non incorporé aux États-Unis. Donc, il vivait caché, lui, depuis 1944. 1972? On l'a découvert. Il vivait caché depuis 1944, croyant que la guerre était toujours en cours. Oui. Et là, écoute, c'était complètement incroyable parce que sa découverte à ce moment-là dans le monde a choqué le Japon et a symbolisé aussi la loyauté extrême de certains soldats de l'époque, puis longtemps après la fin du combat. Fait que lui, il pensait que la guerre était là. 44 à 72, oui. C'est quoi, 30 ans, 32 ans? Il devait pas avoir de calendrier certain là, pour voir les pages du calendrier défiler. Là. Ah non, sinon il y avait bien des barres gravées dans sa grotte. Fait que ça a été comme tout un événement. Ce moment de l'histoire-là m'avait échappé, je ne le savais pas. Intéressant. Et finalement, dernière question, le 31 janvier 1961, le chimpanzé Ham meurt en mission. Est-ce qu'il va sous l'eau, devient le premier hominidé dans l'espace ou il pilote un vaisseau? C'est dans l'espace. Oui, bonne réponse. Donc, Ham participe à une première mission subiale américaine pour tester en fait la capacité d'un être vivant à effectuer des tâches en apesanteur. Et son succès a ouvert la voie au premier vol habité, notamment celui d'Alan Shepard quelques mois plus tard. Mais c'était le premier chimpanzé qui avait été envoyé dans l'espace pour voir si nous, ensuite, les humains, on pouvait le faire. 7 sur 12.
C'est bien. Oui, c'est quand même pas pire. Oui, ben, tu sais, il y en avait des pas évidentes, là. Oui. Caroline, il y en avait certaines qui m'avaient échappé dans le cours de l'histoire. Oui, c'est ça. Puis il y a des événements aussi, ben, on peut pas tout suivre, mais quand même. Tu t'en sors très bien, félicitations. Pas pire, je me souvenais du tremblement de terre là, en Chine. Là. J'avais vu ça dans les nouvelles, là, quelque part. Oui, puis tu te souvenais aussi de Jules César, là, avant Jésus-Christ. Tu étais là. Ouais. Tu as pu être témoin de ces événements-là. Simon, l'intemporel. Oui, c'est ça, exactement. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour notre émission. Salut.